Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Non pas parce qu'il n'y a pas de sport et non pas parce que je m'ennuierai, on en est bien loin, mais normalement, au moment où la vidéo sera publiée, c'est-à-dire demain, ça fera 1 an que mon essai des femmes et du style a été publié. Et ça a suffisamment changé ma vie et pas mal de choses dans ma façon d'aborder la littérature, ou plutôt je vois aussi pas mal de choses se passer à partir de ce livre, que je crois pas mal de faire un petit bilan d'étape. Mais avant, j'ai quand même envie de m'auto-souhaiter un joyeux anniversaire, qui le fera sinon, pour remercier évidemment la petite Égypte d'avoir permis le lancement de ce livre le 5 mai l'année dernière, pour remercier Divergence, et nous féliciter toutes et tous aussi, bien sûr Françoise, ma mère à qui est dédié le livre, mon frère qui est quand même dans les remerciements, et plein d'autres mondes que j'oublie. Joyeux anniversaire! Et une fois qu'on en est là, oh ça y est, ça me pique les yeux. Oh oui, c'est juste les yeux qui piquent. Non, je suis très très heureuse de tout ce que ça m'aura permis. Je vais faire attention à ne pas mettre le feu à mon appartement. Parce que ça a effectivement permis pas mal de choses qui sont très belles, d'autres qui sont assez inquiétantes, ou plutôt qui font partie des choses qui peuvent peser. Ça a changé des choses pour la chaîne, ça a changé des choses dans les projets, et en même temps, tout change pour que rien ne change. Je suis bel et bien la même personne. Les choses à ce niveau-là n'ont pas changé, mes projets professionnels n'ont pas changé, je suis toujours une petite huître qui fait son projet personnel et ce livre fait partie de ce grand projet, c'est ma petite perle en dedans, en attendant d'être arrimée quelque part, et elle espère être arrimée très fixement, cette petite huître, quelque part dans le vaste monde. C'est le grand océan, vous avez du Michelet derrière ça et bien sûr du Renan pour qui l'huître, et cela dit, avec toute la fausse modestie, un peu l'image de Dieu. C'est une image que j'explicite souvent à mes amis, des fois aussi des gens moins proches, au niveau de... parce qu'elle me sert, moi, depuis des années, à parler donc de l'instabilité professionnelle dans l'enseignement supérieur et la recherche. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai décidé que des critères comme les critères géographiques étaient pour moi très importants. On aime ou on n'aime pas, mais pour moi, c'est quelque chose de très important de ne pas... trop m'éloigner, par exemple, de mes centres d'archives ou de ma famille, ou qu'en tout cas ce soit facile de pouvoir les rejoindre. Ce sont des critères qui sont personnels. On choisit des choses, il y en a d'autres qu'on ne choisit pas. Voilà. Ça, ce qui veut dire que je suis prête plutôt à aller dans le secondaire, et je n'en fais absolument pas non plus un sacerdoce, même si je vois les difficultés du secondaire, notamment en charge horaire, plutôt que d'aller sur n'importe quel poste n'importe où en France, mais ce qui ne signifie pas que je ne regarde pas les postes partout en France pour voir aussi, et à l'étranger, pour voir aussi ce qui se passe, comment se passent les choses, mais on ne postule pas non plus partout. Voilà. Ça fait partie des grandes directions. Là, actuellement, je suis dans la 2e année de mon post-doctorat à l'Université libre de Bruxelles. C'est un post-doctorat FNRS, ce sont des post-docs de 3 ans. C'est une grande chance. Et c'est aussi ce post-doctorat, donc je remercie évidemment l'ULB et le FNRS, parce que c'est ce qui m'a donné les conditions matérielles pour faire ce livre, le faire très vite, mais les idées avaient elles-mêmes quelques années. Tout ça, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo qui a annoncé cette sortie il y a 1 an, et aujourd'hui, je me situe à un genre de bilan. Concrètement, je n'ai pas relu le livre pour le moment, j'y reviens de temps en temps, mais hop, je vais chercher des points très précis, et il m'arrive d'en lire des passages, par exemple en librairie, sur des moments de ce genre-là. Mais globalement, pour moi, un livre ou une publication universitaire en général, c'est un moment, c'est un instantané. Alors ça va beaucoup moins vite que l'instantané photographique, là encore, on peut faire des timelapses qui prennent du temps. J'aime beaucoup les timelapses biologiques, avec des plantes comme ça qui poussent, etc. Ce qui prend aussi pas mal de temps, en fait, par définition. Mais pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de l'instantané, à ce moment-là, j'en étais là, pas mal de choses étaient synthétiques, d'autres étaient programmatiques, et d'autres, je crois maintenant que je peux le dire, mais je n'en étais pas aussi consciente, ou je n'osais peut-être pas le penser à ce moment-là, appartiennent de plein pied à la théorie littéraire. Et par exemple à la poétique ou des choses comme ça. Et je crois qu'en fait, j'ai contribué à plusieurs choses. Donc la médiatisation du gaze n'avait pas besoin de moi, il y avait déjà eu Iris Bray pour cela,
Son livre est quelque part par là, il est juste là. Et je remercie donc aussi Iris Bray parce que sans son livre, je n'aurais pas fait le mien. Et les insatisfactions que je relève pour le mien n'occultent en aucun cas toute l'importance de son livre, importance évidemment médiatique mais aussi intellectuelle. Moi, je vois que j'ai fait plusieurs choses. J'ai proposé un Feminist Gaze que Minoteris avait aussi mentionné dans la revue Débordement, et cela avant moi. Je n'en ai eu connaissance qu'assez tardivement, mais suffisamment tôt pour pouvoir la citer dans mon introduction, et c'était important. Et voilà, et je pense que c'est aussi un signe d'époque que les choses se passent. Elle conclut en disant qu'il ne serait pas possible de le définir. Moi, je pense que si, mais parce que c'est aussi adossé à une pensée en postdoc. Alors concrètement, ce livre, il a une origine plus ancienne, et il est à la fois une excroissance et complètement le produit du mon postdoc. Et je me rends compte là, sur mon nouveau dossier de candidature au SCNRS, que je me suis rendu compte, là, ça je l'ai vraiment fait en janvier cette année, que finalement ce livre, il est probablement très complètement, très intégralement, en fait, au centre de cette recherche, mais il m'aura fallu 1 an pour le comprendre, ou un peu moins d'1 an, on va dire 6 mois pour ce dossier CNRS, ce qui est très bizarre, mais ce qui fait partie aussi, on va dire, en gros, de la vie des idées, de la façon dont les choses bougent, évoluent, etc. Bon. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai participé malgré tout à la médiatisation de ce gaze, mais qui n'avait pas besoin de moi, en tout cas à le complexifier, à répondre en proposant une lecture vraiment politique, et fortement politique, c'est-à-dire en passant globalement male gaze, female, feminist gaze. Et ça, c'était un saut important, donc celui aussi que fait Émilie Noteris, dans son article que je vais mettre en barre d'infos. Si je l'oublie, vous me le dites. J'oublie tout le temps. Parce qu'en fait, entre le moment où je fais le rapide montage, c'est-à-dire la petite cut d'intro, le moment où je mets en ligne et le moment où je fais la description, il y a plusieurs temps. Moi, je fais d'autres choses dans ma journée, en fait. Donc c'est pour ça que j'oublie. C'est pas parce que je m'en fous, c'est parce que je le note pas. Et qu'en plus, en ce moment, j'ai des problèmes de mémoire. Et de fatigue, en général. En tout cas, voilà, il y a quelque chose autour de ce concept de gaze. Mais là, voilà, ce qui se passe d'à peu près spécifique, on trouve aussi des choses chez Anne-Claire Marpeau, j'ai l'impression que je me trompe dans le prénom, mais ça c'est vraiment la fatigue, je crois pas. Autour d'un male gaze littéraire, on avait un Turner gaze chez Lucie Nizar, dans des articles qui ne sont pas encore publiés à ma connaissance. Pas mal de choses de cet ordre-là qui sont un peu complexes, quoi, et qui se jouent de pas mal de façons différentes finalement. Et ce qui va avec tout ça se passer, bon, c'est que j'ai participé du transfert, c'est comme ça qu'on appelle ça, d'un concept des études cinématographiques aux études littéraires. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que s'il y a d'autres personnes, et je suis certaine d'en oublier, qui parlent de gaze, la question pourrait être, y a-t-il donc du gaze à tous les étages? Eh bien ça va venir, parce que ça doit être quelque chose comme la voie du progrès, je crois pas au progrès d'un point de vue d'histoire des sciences, mais c'est qu'il y a à mon avis un besoin au niveau de ce qu'on appelle la critique profane avec Hélène Breda, c'est-à-dire ce n'est pas seulement du côté des personnes, souvent des femmes mais pas uniquement, qui regardent des films, qui a eu un besoin de désigner des choses, mais aussi du côté des personnes qui lisent des livres. Il y a eu aussi ce besoin du point de vue de la critique littéraire. Et là, je pense que des choses sont vraiment en train de se passer et qui sont en train de montrer qu'il y a un mouvement de fond. Et moi, c'était l'intuition que j'avais au moment où j'ai proposé mon manuscrit inachevé à Divergence. Et ces idées-là, avec certaines idées, certains bouts de texte qui avaient déjà 5 ans, etc. Donc c'est quand même aussi... ce n'est pas un biais d'humeur, en fait. C'est quand même un travail qui est plus ample. Et c'est un travail qui n'est pas de la vulgarisation, parce qu'il y a des moments de synthèse, mais c'est aussi un travail de création et d'invention théorique, conceptuelle. Ça, c'est quand même aussi important de le souligner. C'est pile à une croisée que je pense très importante. Et qui explique aussi le succès quand même qu'a pu avoir le livre. Je crois que je peux parler d'un succès. J'ai eu une bonne revue de presse, les chiffres sont plutôt bons.
j'ai des bons retours, je suis citée, je vois surtout que le concept SM, et ça, tout ça, ce sont des choses qui, voilà, que moi j'essaie voilà, de regarder de l'extérieur, qui évidemment me font plaisir, mais qui me montrent que cette intuition que j'avais d'un besoin, d'une recherche voilà, conceptuelle ou peut-être d'une catachèse, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une catachèse autour du gaze. La catachèse, c'est une métaphore faute de mieux, le bras du fauteuil. Bon, ça, c'est pas faute de mieux parce qu'il y a la coudoir, mais voilà, c'est une métaphore pour désigner ce qui n'est pas désigné. Je crois voilà, qu'il y a un peu tout ça à prendre en compte, à voir, et qui n'est pas simple. Voilà. Mais voilà, en tout cas, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, public et universitaire confondus, et j'ai eu l'intuition que je pouvais, le sentiment que je pouvais faire quelque chose d'utile. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est à quel point ce serait utile pour moi-même, c'est-à-dire finalement à quel point ce concept de gaze, il entre de plein pied dans mes recherches maintenant. J'ai pu avoir l'impression à un moment qu'il s'agissait d'une espèce de chose un peu en excroissance de mes projets, mais non, en fait, maintenant, je définis vraiment le féminisme avec une définition de travail, mais la constitution d'un sujet politique collectif qui va s'intéresser au féminisme, c'est-à-dire qui va se réaliser dans les textes, parce que finalement, le gaze, pour moi, c'est la réalisation d'une idéologie dans les textes, et qui va se réaliser par certaines façons d'écrire les textes, en gros. Voilà. Et donc voilà, et ça va être le regard d'un sujet qui s'invente au moment où s'invente le féminisme. C'est-à-dire que le féminisme s'invente pendant que des femmes apprennent à se désigner collectivement comme femmes. Classe, pas classe, analogie, prolétaire, esclave, c'est le bazar. C'est le bazar encore aujourd'hui. Et j'allais dire c'est important que ce soit le bazar, mais ça c'est parce qu'un bordel des Bordeaux et que ça fait partie de mes affinités personnelles. Mais en fait c'est logique. Et c'est aussi là qu'on va voir des actualités collectives. Voilà. Donc moi, voilà, là j'en suis là, et en fait moi je pose sur le travail lui-même un regard étonné, aussi de quelque chose dont j'ai l'impression que ça m'a un peu dépassé. Exactement comme pendant une fin de thèse, on écrit beaucoup, trop, et on finit par écrire des choses qu'on oublie, parce qu'on est épuisé, parce qu'on ne se rend plus compte qu'on est en train d'être littéralement perché, c'est-à-dire que on va écrire, et en fait, il y a des moments où ça permet de faire sauter des barrières mentale, par exemple, de timidité, de pudeur, etc. Et ce sont des moments qui sont, d'un point de vue heuristique, de création des idées extrêmement forts. Et c'est en ça que le livre me dépasse complètement, aussi pour moi-même. Il me dépasse bien sûr aussi parce qu'il y a un succès et parce que le gaze commence à circuler. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, un immense bonheur. Alors je vais tout de suite dire ce qui moi m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas envie de devenir Madame Gaze, parce qu'évidemment je voudrais pas rester là-dedans, mais je pense que je vais quand même continuer ce boulot-là. Et ça a quand même pas mal changé ma vie aussi au niveau eh bien, de ma vie personnelle, parce que eh bien, ça a augmenté le nombre d'abonnés de ma chaîne et de sollicitations que je peux recevoir. Ça amène des choses que moi je gère pas forcément toujours facilement, mais j'apprends aussi là-dessus. Ça a pu aussi par moments, comment dire, changer un peu certains rapports amicaux. Autant avec la chaîne qu'avec le livre, et comme les deux se sont renforcés finalement, et que le livre m'a amené à vraiment assumer que la chaîne était un support de ma recherche, ce qui pour moi est assez nouveau, ça a amené des choses qui pour moi étaient beaucoup plus raides, à savoir que je suis beaucoup plus sollicitée qu'avant, autant du point de vue de la chaîne que du point de vue universitaire, ce qui est bien sûr une joie et un honneur, mais ce qui est très fatigant. Et voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai fait apparaître cette mention de pas de dossier de presse. Je refuse la plupart du temps, et je trie les dossiers de presse papier pour des raisons de place. Voilà. Et puis moi en plus j'ai plein de projets perso, de travaux, de trucs comme ça, d'aménagement, j'ai toujours pas fini d'emménager concrètement. C'est vraiment le bordel pour moi d'avoir des bouquins en plus, parce que c'est déjà le bordel chez moi. Et en plus il est hors de question que je vous file mon adresse personnelle, surtout si on ne se connaît pas en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, parce que comme je ne suis pas en CDI, je ne peux pas non plus vous dire voici l'adresse de mon bureau, ou là, voilà, il y a un bureau où j'irai éventuellement très
très régulièrement pour recevoir des choses. Et ces sollicitations, elles ont été multipliées à vue de nez par 10 en un an. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, peut être par moments un peu étouffant, mais que je vais apprendre à gérer parce qu'il va falloir que je fasse avec. Le fait d'être connue aussi, il va falloir que je fasse avec, mais c'est pas toujours simple pour moi. Et les sollicitations, on va dire, d'estime d'admiration érotique inquiétante, slash, c'est impossible. Là, franchement, faut arrêter ça tout de suite parce que je peux pas. Donc voilà, moi je vais aussi apprendre à mettre plus de distance avec les commentaires, comme ce que je fais avec le concept lui-même, c'est-à-dire où pour moi le concept c'est aussi quelque chose dont j'observe la circulation actuellement, ce que je trouve absolument passionnant à observer, mais voilà, que je vais détacher de moi-même. Et en tout cas je peux le dire ici, si un jour j'arrête cette chaîne YouTube, ce ne sera pas pour le temps que me prend la chaîne, ça sera pour les sollicitations qu'elle amène. Parce que ça c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Et ça m'a un peu transformée en agence de com pour pas mal de gens, ou aux yeux de pas mal de gens qui ont envie d'être soit dans le livre, soit que je lise leur livre et que j'en parle. C'est horrible en fait, c'est horrible. Moi je suis une personne, je ne suis pas un checkbox dans lequel on va mettre une pièce ou un bouquin pour voilà, cracher des choses. J'ai peut-être un libre arbitre. Et en plus, ça rencontre donc des envies de lecture qui sont les miennes, etc., qui sont déjà difficiles, je le dis souvent. Mais ça rencontre en plus quelque chose qui est évidemment paradoxal et qui suit le même mouvement, qui est en fait aussi un peu naturel, etc. À savoir que ma chaîne est officiellement devenue le laboratoire de mes recherches, c'est-à-dire que les vidéos là qui apparaissent me servent plus ou moins de carnet de notes, d'idées, de ce qui est à peu près un carnet hypothèse ou devrait être un carnet hypothèse dans le projet en recherche. Et donc, c'est super de me signaler des choses qui existent. Il y a quand même des services presse que j'accède par amitié parfois, par intérêt aussi. Je n'ai voilà, s'il y a des sollicitations de ce genre-là, c'est par mail, c'est poli. Et franchement, mais si je vous dis non, dites merci pour la réponse, quoi. Et n'insistez pas, ne vous mettez pas à me vous voyez, ne venez pas insister, ne vous énervez pas par ailleurs. Autrement, ne m'envoyez pas malgré tout une note d'intention pour que je lise quand même alors que je vous ai dit non. Non, c'est non. Tout ça, là, ce sont des faits réels. Hein. J'ai pas besoin de donner de nom. Ne vous mettez pas à me parler dans mes messages privés. Voilà, surtout si on ne se connaît pas déjà. Ou ne le faites pas de manière intimidante. Voilà. Quand je parle dans ces vidéos, je ne parle à personne en particulier, ce qui peut plus ou moins dire que je parle à moi-même ou à quelque chose d'indistinct, mais je ne parle à personne en particulier et certainement pas à des hommes qui ensuite me font des propositions érotiques et même à qui que ce soit qui me fait des propositions érotiques, ça me fait peur. Il faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire, ça me fait vraiment peur. Et voilà, on va être très clair, aucune proposition érotique, aucune confidence érotique, je ne suis l'épouse de personne, je suis une personne d'ailleurs. Avant tout, avant d'être un putain de jukebox à service presse ou à transfert professoral. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que là, je pète un câble. Vraiment. Sur ce que ça m'apporte littéralement. Et voilà. Et certainement pas là pour être une espèce d'incarnation du wokisme contre laquelle se défouler juste en m'insultant. Hein. Voilà. Ça non plus. Mais ça, je savais déjà, c'est plus banal. Ce qui pour moi est vraiment plus dur, ce sont ces espèces de marques d'estime-admiration qui s'appellent j'ai envie de te baiser dans un coin de cuisine derrière, parce que je le vois tout de suite. Et je suis désolée, vous êtes répugnant quand vous me faites ça. Vous êtes vraiment répugnant. Voilà. Donc faut surtout pas faire ça. Surtout que j'en ai toutes les putains de semaines des gens qui me font ça. Toutes les semaines. Arrêtez tout de suite. Voilà. Je sais que ça sert à rien. Mais là, voilà. Moi, je pense qu'à un moment, je désactiverai les commentaires aussi. Si j'ai ça tout le temps, c'est... Voilà. Le gaze. Bon, moi, ce que je vois qui est en train de se passer, c'est bien plus que ce que j'espérais, c'est-à-dire, je me rends compte que le gaze peut être un outil de théorie littéraire pour les études de style, pour la stylistique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fascinant, génial, extrêmement enthousiasmant. Depuis un an, je reçois évidemment des invitations, bon, on va dire grand public, mais c'était pas un bouquin grand public, donc plutôt librairie, festival, maison des femmes. Franchement, merci. Moi, c'est des moments qui sont pour moi géniaux, hyper sympas, hyper intéressants. J'adore ça. Bon, signer des dédicaces, je suis pas du tout à l'aise sur signer des dédicaces, mais je le fais avec plaisir. C'est des moments d'échange qui sont super.
Quand je vois des lecteurs, des lectrices qui me disent ah mais grâce à vous, grâce à toi, je lis plein d'autres livres, etc. Je suis vraiment émue, je suis vraiment touchée. Et moi, mon premier but, c'était ça. C'était de montrer qu'il y a une littérature féministe, qu'il y a des manières de la reconnaître et qu'il y a plein de bouquins à lire qui sont géniaux, qui sont méconnus, qui ne sont pas tous de femmes, mais quand même principalement. Et voilà, et de faire ces circulations-là, de mettre tout ça en route. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que c'est beaucoup plus de bonheur que d'angoisse, mais il y a quand même ces choses un peu étonnantes à gérer aussi. Et je pense que c'est important de le dire, moi, voilà, parce que ça, je sais que c'est aussi le fait d'avoir une chaîne YouTube. C'est très bizarre d'avoir une chaîne YouTube, et voilà. Et je suis désolée, je ne peux pas lire tous les livres que vous aimeriez que je lise, parce que je suis une personne, et je n'ai que 2 yeux, et que 24 heures dans une journée, je suis déjà très active. Sur tout le reste, moi, j'observe et je participe à ce qu'on peut appeler une collectivisation, c'est pas bolchevique, c'est la science, et une institutionnalisation, c'est encore la science, du gaze en études littéraires et ou stylistiques, comme en études de genre. En études de genre, c'était beaucoup plus présent grâce au male gaze de Laura Mulvey, qui date de 75, c'était revenu avec cet article, la première traduction de Débordement, enfin voilà, j'avais déjà fait un topo male gaze, etc., je vous y renvoie. On a des choses dans les années 2010, il me semble peut-être aussi déjà dans les années 2000, le numéro de Cinémaction, de 40 ans de théorie féministe, qui en traduit un morceau, Débordement, je crois que c'est année 2010, la traduction du bouquin 2010 aussi, 2017, enfin, ou 18, voilà. Non, il se passe quelque chose, il y a une impression d'accélération qui est très paradoxale vu le climat politique global, mais le féminisme, c'est quelque chose qui accompagne les mouvements politiques généraux, et qui en même temps a toujours ses temporalités propres. Et ça, c'est très étonnant. Et avec des moments de dedans-dehors très très bizarres, permanents. Bon, c'est parce que c'est toujours un sujet à la marge et sur la marginalité. Cette institutionnalisation / collectivisation, elle se fait notamment par le colloque que je co-organise avec mon collègue et mon ami que j'adore, Clément Dessy. Ce colloque qu'on a intitulé Male Gaze, Female Gaze, Feminist Gaze, Queer Gaze, quel style pour les études de genre. Ça aura lieu à Bruxelles au mois de juin. Et là, je crois que là, le but, c'est de faire parler pas mal de gens, parce qu'on a eu beaucoup de propositions et on a dû en refuser beaucoup, on a été très malheureux, mais on aura 3 jours de colloque tout de même, grand regret, et ça montre, enfin pour moi c'est vraiment un signe de quelque chose qui est en train de se passer, que d'avoir eu bien plus de propositions que ce qu'on espérait. Et ça a vraiment été, ça a été une joie. Et moi, j'en fais une responsabilité. Et donc, moi, de voir voilà, comment ce colloque, on va pouvoir le réfléchir ensemble, aller plus loin, éditer tout ça dans un numéro de revue scientifique, etc. Donc là, on est sur un moment où il y a un concept qui va peut-être, j'espère, aider à dire certaines choses, notamment pour toute une jeune recherche, mais pas seulement. Et ça aussi, c'est très important. Un peu plus large. Et qui, voilà, moi je me dis, mais on peut faire des outils, et on a probablement besoin d'outils, allons-y, proposons ces outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant à voir, et qui est en train de se mettre en place, et qui m'a amené des choses qui sont, qui arrivent dans la vie d'une scientifique, mais sans tant de reciter pour avoir créé un outil, c'est vraiment un moment très très à part, très étonnant, et voilà, qui est une grande joie, mais ça c'est sur l'émotion. Mais ce que je retiens, au-delà de ça fait plaisir, parce que ça fait plaisir, c'est la responsabilité immense. Ça, d'un point de vue personnel, ça veut dire qu'il faut être ultra carré en sciences, et d'un autre point de vue, ça veut dire on est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est quand même une aventure extraordinaire. Je sais pas si je parle comme une émission de télé en disant ça, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est palpitant à vivre. Et qui est extrêmement impressionnant pour moi. Voilà. J'ai l'impression d'être dépassée par moi-même, dépassée par ce qui va se passer autour, et j'attends vraiment avec impatience la suite.
Moi concrètement, ça fait 1 an donc que j'ai d'abord eu des rencontres grand public, puis plus spécialisées académiques, ça c'est normal, ce sont les temporalités de l'académie, et notamment des invitations dans des séminaires qui m'ont permis, également avec les dossiers de candidature remplis petit à petit, d'affiner ce gaze, de bientôt l'ouvrir, de commencer à me dire, bon, est-ce que le gaze est forcément politique? Je pense que oui. Mais est-ce que dans cette question politique, en fait, je vais plutôt le voir comme une question idéologique. Et ça, ce sont des travaux que j'aimerais prolonger assez prochainement. Je vous tiendrai bien sûr au courant de ces avancées. Mais comment, voilà, penser un peu autrement et se dire, bon, mais il y a quelque chose qui se passe et qui permet, en fait, de faire des choses, et qui permet d'en dire d'autres, et qui permet d'avancer, et qui fonctionne. Voilà. Et c'est-à-dire que là, en fait, on a l'impression que les études littéraires, c'est uniquement du pifomètre et du doigt levé. Évidemment qu'il y a d'une part d'intuition, comme dans toutes les sciences, une part de bordel, comme dans toutes les sciences, et ça on oublie que ça fait partie, que le bricolage ça fait intrinsèquement partie de la science. On l'oublie aussi en tant que scientifique. Mais on a aussi en études littéraires toute une dimension de test en fait. Est-ce que le concept est opérant? Et là, bien ça fait 1 an, moi, que j'essaie de mon côté de tester le feminist gaze, de voir comment il se définit, voilà. De mon côté, ça marche plutôt bien. Alors moi, évidemment, je suis clairement pas la meilleure pour attester la scientificité du concept, mais voilà, moi j'attends avec grande impatience les revues scientifiques de tout ça, de voir ce qui va en advenir, et il est normal que ce concept soit discuté, et il va l'être, et il l'est déjà. Et c'est là où les choses vont devenir vraiment intéressantes, et je vais moi-même le discuter, je commence déjà à le discuter, donc plutôt en séminaire, parce que les parutions d'articles prennent du temps, mais pour voir justement quelles en sont les limites, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels en sont les prolongements éventuels, et comment voilà, gagner à chaque fois en rigueur pour avoir un outil le plus performant possible, et tout en sachant que cet outil n'épuisera pas tout. Et alors là, pour moi, c'est vraiment intéressant, mais absolument pas d'un point de vue personnel ou militant. C'est parce que ça ressemble quand même pas mal, pas à un changement de paradigme, parce que ça ne nie pas tout ce qu'il y a avant, mais peut-être que ça viendra, ça. C'est un peu aussi ce à quoi j'appelais dans l'article AOC la tâche de la critique, mais quelque chose est peut-être vraiment en train de se passer à tous ces niveaux-là. Et ça, je suis vraiment heureuse d'en être la spectatrice. Et on va continuer à regarder ce qui se passe. Donc je redis merci évidemment à la librairie La Petite Égypte et à Pauline qui m'avait reçue. Ça a été un excellent moment. Merci beaucoup à tous les amis qui sont venus le 5 mai il y a 1 an. Le lancement officiel avait été le 6 mai, mais je sais que Guillaume Singal par exemple avait eu le livre dès le 5 mai. Je n'ai jamais su ce que tu en as pensé, Guillaume. Et merci voilà, encore à ma mère, à mon frère. Une énorme pensée à mon père qui aurait adoré voir tout ça. C'est quelque chose voilà, qui... C'est un moment aussi où en tant que scientifique, j'ai réussi à parler à un bout de public, un petit bout de public, mais un petit bout de public. Et voilà, ça amène des choses qui s'agitent et qui agitent, et ça, c'est vraiment incroyable comme expérience. Et c'est une expérience qui est très rare en tant que scientifique. J'attends vraiment la suite, et en tout cas, on va continuer à faire de la science aussi belle que possible. Bien sûr, merci à Divergence, à Joanne, à Zoé, et à Françoise qui a aussi largement œuvré pour le succès de ce livre. Et je vous dis à bientôt.